Face à face. Face à face. Alors bonjour tout le monde, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur le Face à face. Je vous rappelle qu'on est disponible sur la majorité des plateformes, donc iTunes, Spotify, ainsi que Balado Québec et d'autres dont j'oublie le nom aujourd'hui. Mais bref, somme toute, sur vos plateformes préférées, nous sommes là. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur bammedia.ca ainsi que sur Facebook et sur Instagram. Donc, on est là. Donc, on vous invite, laissez-nous vos commentaires. Si vous avez des questions, ne serait-ce pour les invités ou pour des trucs qui se sont passés, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci pour les commentaires que vous avez laissés sur les épisodes précédents. C'est toujours extrêmement précis et constructif. Donc, on aime bien ça, avoir vos opinions. N'hésitez pas à le faire. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci aussi au Centre de formation Maurice Barbeau qui me supporte dans cette démarche-là. Toujours content de les avoir avec moi. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien particulier pour moi. C'est quelqu'un qui, au début de ma carrière, m'a donné plus d'une chance, mais surtout a eu d'excellentes conversations. Il m'a guidé au début de ma carrière. Là, il doit se dire de quoi il parle, mais il reste qu'au final, c'est un gars que je respecte énormément, pour qui j'ai, comme tous mes invités dans les fêtes, mais j'ai vraiment une profonde admiration. C'est un gars intelligent, c'est un gars qui comprend bien la réalité de la diffusion au Québec. Il est aussi président de Rideau. Donc, c'est l'organisation qui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une organisation, c'est un regroupement qui représente la majorité des diffuseurs au Québec. Donc, c'est un homme exceptionnel, un gars avec qui j'adore parler et que j'ai le privilège d'avoir avec moi. Je vous présente David Laferrière, que j'additionne ici. David Laferrière, qui est le directeur général du Théâtre Gilles Vigneault. Salut, mon ami, comment ça va? Bonjour Vincent, quelle présentation, merci beaucoup. Écoute, je suis honoré d'être avec toi, avec les gens qui t'écoutent. Je salue ton initiative. Tu es de ceux qui se sont pas mis en petite boule pendant cette pandémie qui n'est pas encore finie. Non. Ça aussi, c'est admirable. Je te renvoie l'appareil, Vincent, bravo. Ben, écoute, merci d'être là, David. Merci d'être là. Et nous autres, ben, écoute, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là et tu as toujours été dans mon paysage. Donc, tu as commencé comment? Comment tu es arrivé dans la mare de la diffusion dans les fêtes? Ben, comme beaucoup de diffuseurs, je pense, j'ai un parcours assez atypique. On n'arrive pas en diffusion par les écoles. Hein. Oui, il y a profession de diffuseur qui a été mis de l'avant par Rideau il y a quelques années, qui est la première vraiment formation de plus de 100 heures, 100 heures, devrais-je dire, pour apprendre le métier de diffuseur. Donc, les diffuseurs au Québec viennent d'un peu tous les milieux. Moi, je viens de la production. Peut-être certains l'apprendront aujourd'hui. Puis du théâtre, en fait. J'ai étudié en dramaturgie à l'université. Rapidement, je me suis fait offrir un premier contrat l'été suite à ma première année à l'université pour un événement en art visuel où il y avait quand même un volet de spectacle sur l'avenue Mont-Royal qui n'existe plus, qui s'appelle Audace maintenant, qui à l'époque s'appelait Nuit blanche sur tableau noir. Où il y avait de la production. J'étais engagé à l'époque, c'était très pompeux là, à l'âge que j'avais, j'étais directeur artistique déjà à ce moment-là. Vraiment, quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis je suis venu dépanner, puis finalement j'étais là 2 ans, puis oui, il y avait des shows de musique, mais on était aussi, puisque c'est un événement en art visuel, autour de l'univers de l'art performance, puis de la peinture en direct et tout ça, donc... moi, j'avais fait beaucoup de théâtre en amateur avant. C'était beaucoup mon bagage. J'ai une famille qui, en amateur, produisait 4-5 shows de théâtre par année. Quand même. Oui. Très, très, très impliqué, mon père, ma mère, dans mon Abitibi natal. Tout jeune, là, des 9-10 ans, là, je faisais la régie, là, en arrière du décor. Là, je faisais le chat qui gratte, puis des coups de gun, puis tout ce que tu veux. Fait que je baignais un petit peu dans le milieu de la scène. Ma mère, pendant 2 ans, a dirigé le Théâtre des Oscars d'Amos. Quand même, hein? OK. Au début des années 80, bien avant Jocelyn Lapierre. Donc, que j'ai bien connu même comme citoyen d'Amos. Puis Jocelyn a pris un de mes shows en théâtre d'été à un moment donné, tout ça. Donc, je connaissais et la diffusion et la production.
Puis, après Nuit blanche sur tableau noir, en fait, pendant Nuit blanche sur tableau noir, j'ai rencontré un certain Jean-Robert Bisaillon, que tu connais sans doute, Vincent, qui était à l'époque à mettre sur pied, c'était déjà bien implanté la Société pour la promotion de la relève musicale de l'espace francophone, la SOPREF, je me souviens encore de l'acronyme, qui se voulait donc l'association des microproducteurs, musique de niche, très, très peu représentée à la disque à l'époque, les musiques urbaines, le métal, le punk, nomme-les. Et puis, la SOPREF avait un paquet d'objectifs dans sa mission, un centre de documentation, de la formation, tout ça. Et un de ses grands projets, c'était un service de distribution de disques compacts, mais on avait un tout petit peu de vinyle, mais de la cassette, puis même du t-shirt et tout ça. Puis, évidemment, dans le réseau des magasins indépendants, mais aussi chez les grands disquaires, puisque ça n'existait pas à l'époque. Select signait très, très peu d'artistes en direct, des EP, même chose. Donc, nous, on a fondé ce qui s'appelait Local Distribution. J'ai été embauché. Oui, je me souviens de ça, mais oui. Ouais, avec Jean-Robert, puis fait que je me suis retrouvé à Local à monter cette affaire-là avec notre enthousiasme, mais aussi notre naïveté, puis nos 2,30 sous. Donc, ça a été des années intenses, formateurs, où on se retrouvait aussi, la SOPREF, à produire les offres Francophonie. On a produit une série d'artistes dub français aussi, en tout cas. On était impliqués dans un paquet de choses. Puis, il y a une année, Jean-Robert est passé à autre chose. Il a quitté. Je me suis retrouvé à la tête de la SOPREF. Je te fais une longue. Seigneur, c'est Mais tu as tout un parcours. Mais... c'est sans doute trop long, mais bon. Puis, je me suis retrouvé à la tête de la SOPREF, écoute, à la mi-vingtaine, sans doute beaucoup trop tôt dans ma vie. Et puis, j'ai fait ça 2 ans. J'avais un petit bébé, puis on avait envie d'arrêter un petit peu la roue qui tournait vraiment trop vite. Puis, il y a un projet de famille qui s'est comme présenté. J'ai pensé à la diffusion, et puis il y a eu ce poste qui s'est ouvert au complexe culturel Félix Leclerc de Latuc. Oui, je me souviens de ça. Moi, c'est là que je t'ai connu. Une salle extraordinaire qui avait à peine 4 ans. Michel Laure, qui était là avant moi, qui l'a mis au monde et tout ça, quittait pour passer à d'autres choses. J'ai postulé, j'avais jamais mis les pieds à Latuc. J'ai eu le poste et on déménage la famille de Montréal à Latuc et j'ai adoré ça. Je me suis beaucoup inspiré aussi du travail des collègues de la Mauricie. À l'époque, étaient mes collègues immédiats. Je pense à Louise, à Shawinigan, puis la gang de Trois-Rivières. Il y avait déjà Mélanie François Lahaye à l'époque. François Lahaye était encore là, effectivement. Puis après ça, découvre un peu la mécanique autour de tout ça. Puis je me sens dans mon élément. Puis je me dis, je vais faire un bout de chemin là. Puis c'est vraiment une salle tripante, une salle multifonctionnelle. Il n'y a rien qu'on ne pouvait pas faire là-bas. Tu sais. Vraiment, la seule limite, c'est qu'on était sur 35-40 shows par année, pas plus. Tu sais. Oui. Donc, il faut que tu choisisses les bons, mettons. C'est un grand défi. J'ai souvent dit, c'est ça, les diffuseurs qui ont la job la plus difficile, c'est ceux qui font 40-50 shows par année. Tu ne peux pas te tromper. À l'époque, l'offre était beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. Là. Ouais. Ah ouais, vraiment, quand même. Moi, je me souviens, mes premiers rideaux, on était loin d'être c'était pas... Il y avait peut-être une 50-60 agents, peut-être, qui étaient là. Maintenant, c'est des centaines. Là. Il y a beaucoup de... ce qui s'est multiplié, c'est les boîtes qui vont se représenter eux-mêmes, puis qui vont bâtir aussi, puis qui vont faire du 360 avec leur artiste. Là, fait que ça change la donne. Je pensais être là un petit bout de temps, finalement. Il y a la salle de spectacle de Sept-Îles, le légendaire Blaise Gagnon qui quitte, qui s'en va vivre au Lac-Saint-Jean. Puis, en fait, j'avais toujours pas mis les pieds dans cette ville-là, comme j'avais pas mis les pieds à Latuc dans ma vie. Mais c'est la ville natale de ma conjointe à l'époque. Donc, on se rapprochait de la famille. Fait que c'était comme wow. Donc, je me suis retrouvé là 4 ans. Très impliqué au Rosec. J'ai adoré la Côte-Nord, j'ai adoré me promener au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie. Puis pour moi, ça a été vraiment très formateur. Puis c'est venu confirmer mon intérêt et pour la diffusion et pour des implications pour faire avancer ce milieu-là. Puis voilà, tu sais, je vais t'épargner les détails parce que là, je t'en donne trop, mais je suis revenu à Montréal à un moment donné
J'ai pêché par orgueil en ce sens où il y a eu ce poste extraordinaire. Je te disais tantôt, j'ai étudié en dramaturgie, puis il y a le Centre des auteurs dramatiques de Montréal, l'association, le regroupement des auteurs dramatiques francophones du Canada, qui avait déjà à l'époque 44 ans, 45 ans, cherché une direction générale, puis je vais m'en faire ce job-là. Donc, j'ai quitté momentanément la diffusion, puis j'ai été bien malheureux finalement dans cette décision-là. Donc, j'ai fait un petit détour par Musique Action, donc je connais le milieu des bailleurs de fonds. Puis quand est venue l'opportunité ici, j'ai sauté dessus. Puis moi, j'ai pas été embauché à la direction générale ici à Saint-Jérôme. C'est vrai. J'acceptais de reculer tant au niveau là, de ma progression professionnelle que des sous, parce que je devenais responsable de la programmation, puis je savais que je deviendrais adjoint à la direction, puis que le projet de construction de la salle était sur la table, puis c'était ça le projet. Donc, j'ai eu une super belle complicité avec Gaétan Léveillé qui était là avec moi, que tu as connu sans doute. Oui. Puis, ben voilà, écoute, ici, c'était un timing extraordinaire. Les 4 premières années, c'était en fonction de l'ouverture du théâtre, puis de prendre la direction générale complète, puis de bâtir une équipe, de réorienter un peu la philosophie de la boîte, parce qu'on était en location dans différents lieux. Dans ce temps-là, ouais. Plein de disciplines qu'on faisait pas, une toute petite équipe, il n'y avait personne au com, tout ça. Donc, c'était un super défi professionnel, et la construction, et la refonte de l'organisation. Et puis, ben me voilà, 7 ans plus tard, dans un lieu encore qui sent encore le ou à peu près. Puis une équipe de 14 permanents maintenant avec moi. Puis vraiment, on a beaucoup de fun à développer le marché ici. Puis est-ce que tu penses que tu sais, comme plusieurs, parce que c'est pas un parcours qui est hors du commun, le fait de commencer à diffuser en région et revenir par la suite vers les grands centres. Est-ce que c'est un passage qui, pour toi, c'est une bonne affaire de faire ça, de dire, OK, va te faire les dents dans un marché comme, mettons, Latuc, où il y a une quarantaine de spectacles, il ne faut pas que tu te trompes, à Saint-Jérôme, où finalement, tu gères des calendriers, puis c'est, sans dire que c'est une grosse business, c'est une grosse patente que tu gères là. Fait que est-ce que ce passage-là est comme un... Tu sais, quelqu'un qui voudrait commencer, qui dit moi, j'aimerais ça être programmateur parce que j'ai cette fibre-là, ben, va en région, puis reviens. Comment tu vois ça? Ben, pour moi, ça a été extraordinaire. Pour moi, ça a été une bonne école pour un paquet de raisons. La réalité, c'est que personne ne m'aurait engagé directeur d'une salle de spectacle avec le bagage que j'avais puis l'âge que j'avais si j'avais pas été game d'aller un peu plus loin que les grands centres. Pour la simple et bonne raison que, maintenant, la ressource première n'est pas là partout. Je veux dire, pas qu'il n'y avait pas du monde dans les alentours de la TUC qui n'aurait pas pu faire le travail, mais il y en a certainement moins que autour de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Gatineau. Donc, oui, on m'a fait confiance là-bas. Moi, ça a été extrêmement formateur. J'ai beau venir des régions, comprendre la réalité d'un diffuseur qui dépend des autres dans un territoire X pour être capable de faire tourner un show, travailler dans une boîte où tu as des bénévoles, où tu as moins de volume. Oui, moi, ça a été un parcours. Est-ce que ça peut être un parcours intéressant pour d'autres? Sans doute. Je pense qu'il faut être... Moi, j'ai été game de bouger, j'ai été game de provoquer des choses, ça m'a servi. Mais bon, il n'y a pas un parcours pareil. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés à la diffusion par des parcours bien plus atypiques que le mien, genre même pas en culture, puis rapidement, ils ont trouvé leur repère, puis il y avait les bonnes personnes avec eux. C'est un cliché épouvantable, mais si tu sais bien t'entourer, après ça, je veux dire, il suffit d'avoir une vision, puis du leadership, puis on y arrive. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre la réalité de l'ensemble des diffuseurs au Québec, de pratiquer dans 3 marchés différents, disons. Puis est-ce que ça, c'était dans les faits au quotidien, dans ton travail, ça doit t'aider en qualité? Parce que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, moi, je peux dire que tu es un gars qui est très ouvert, mais surtout très honnête par rapport à ta démarche et ce que tu as présenté à ton public. Tu comprends vraiment bien ce que ton public fait. Puis, écoute, je donne toujours l'exemple que tu connais puis que tu n'aimes pas ça à chaque fois que je le donne, mais c'est ça pareil. Mais il reste que tu as été des années à ne pas m'acheter de show en me disant, mais tu sais, pourquoi tu me parles encore dans les fêtes? Je t'achète jamais de show. Puis je te disais, non, mais c'est fin. Puis les gens le voient bien qu'on a des belles conversations. Mais au final, quand tu as pu, puis
Puis là, tu es arrivé dans un autre contexte où là, mon catalogue peut-être cadrait un peu plus dans ce que tu avais à faire. Ben, tu es venu me voir et on a fait des trucs. Mais est-ce que, tu sais, ça, dans les faits, dans ta démarche, est-ce que c'est, tu sais, je pense que les régions et tout ça te forcent un peu à établir cette espèce de mentalité-là parce que tu ne peux pas reprogrammer pour toi au Théâtre des Escars à Val-d'Or. Je veux dire, il faut que tu écoutes ton monde, sinon il n'y aura pas personne. C'est clair. Je sais pas si j'ai une. Je sais pas si. J'apprécie ton compliment, puis en ce sens que notre capacité à avoir une bonne lecture des attentes ou du contexte socio-économique d'une région, puis il varie énormément d'une place à l'autre. Puis il y a plein de facteurs qui font que tel ou tel artiste est attendu ou que la vente de billets est meilleure ou qu'il y a un développement plus propice. L'historique du milieu culturel dans le territoire, est-ce qu'il y a une université, est-ce qu'il y a un cégep sur ton territoire, etc. C'est toutes des choses qu'on connaît, mais je veux dire, la lecture de ça est primordiale. Puis après ça, bien sûr, tu y amènes ta touche. Bien sûr qu'il y a, j'y crois, moi, à cette question, à cette idée qu'il y a une direction artistique qui peut être faite dans une salle de spectacle. Mm-hmm. Amusons-nous avec des chiffres. Sans doute que 80% de ce que je fais ici à Saint-Jérôme, c'est la même gamme que ce que ma collègue à Odyssey fait ou mon collègue. Mais il y a un 20%, c'est ce 20%-là qui fait que là, je suis dans un marché extrêmement volupté. Je veux dire, je suis en périphérie de Montréal, ça peut venir de partout. Mais tu ne pratiques pas donc de la même façon le travail quand tu n'as pas de concurrence. Tu es tout seul. À Latuc, il y avait à peine un bar qui en faisait de temps en temps. Sinon, tu es tout seul. Ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi, parce que le développement disciplinaire, tu es tout seul à le faire. Donc, il faut que tu aies cette lecture-là. Par ailleurs, oui, moi, je pense qu'il faut être honnête. Il faut jamais se défiler, parce que nous, on est en lien constamment avec vous autres. Ouais. Si je te bullshit une fois sur deux, puis ouais, non, ça, ouais, moi j'ai un comité, puis le comité veut pas. Ouais. Il faut se faire confiance. Puis moi, j'ai jamais senti de ta part que tu me faisais pas confiance là-dedans. Puis tu disais, bon, okay, du gars-là, ça va peut-être prendre du temps. Tu sais, à un moment donné, tu danses ensemble. Oui, il y a ça, mais il reste qu'au final, comme agent, tu te dis bien, tu sais, toi, tu comprends bien, puis comme je dis, tu as une intégrité par rapport à ta compréhension de ton milieu, de ton lieu de diffusion, de ta clientèle, puis tu le communiques. Mais de l'autre côté, nous aussi, on a une responsabilité de dire, écoute, si David le dit dans son milieu, c'est parce que ça doit être vrai. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Oui, en même temps, on a un pouvoir des fois qui est un peu débile, tu sais, puis... Mais ça vient avec des responsabilités, tu sais. Je suis qui, moi, pour décider que, tu sais, Annie Blanchard viendra pas à la TUC ou viendra pas à cette île? Fait que tu fais comme... Puis je pense qu'il y a des fois, puis je le dirai pas fort parce qu'on est juste entre nous autres. Ouais, des fois, ça doit être douteux. Tu sais. Des fois, tu fais comme non, moi, je le fais pas. Puis tu auras juste envie de dire au diffuseur, mais là, peux-tu me donner un petit peu d'argument là, de pourquoi tu le fais pas? Là? Tu sais, c'est sûrement pas parce que tu n'aimes pas ça, parce que c'est clair que c'est pas la raison. Je veux pas savoir qu'il y en a qui font pas des shows parce qu'ils n'aiment pas ça. Je veux dire, c'est pas ça notre job. Notre job, c'est d'arriver à un équilibre entre répondre aux attentes du public. On est un service de proximité. Puis après ça, les amener ailleurs, leur faire découvrir des choses, mais en lien avec notre propre couleur. Tu sais. J'ai des collègues qui ont un bagage extraordinaire en jazz, puis sont habilités à faire découvrir cette discipline-là, puis à accompagner les publics, puis ils ont pris cette tangente-là, puis ils ont pris ce qu'on appelle une majeure. Là, je dis le jazz, j'aurais pu dire n'importe quoi. Oui. Mais est-ce que toi, du fait que, par exemple, toi, tu as une certaine, par exemple, au niveau du théâtre, tout ça, tu as quand même un background là-dedans, est-ce que ça ne devient pas un naturel pour toi de développer cet angle-là? Parce que forcément, tu vas avoir une passion à le présenter à ton public. Tu as été un des rares diffuseurs qui a fait des belles capsules de présentation des shows qui s'en venaient. Tu sais, vous avez innové au Théâtre Gilles Vigneault dans, je pense, l'aspect marketing, puis je trouvais ça super intéressant, mais tu sais, tu es un passionné à la base. Je veux dire, s'il n'y avait pas nécessairement de marché pour le théâtre, à Théâtre Gilles Vigneault, on dit un peu n'importe quoi, mais le fait que toi, tu sois passionné comme ton confrère en jazz ne fait pas en sorte que c'est pas une ligne qu'il faut que tu exploites dans ton 20%. Big time, mais tu as tout à fait raison. C'est notre bagage, c'est notre personnalité de diffuseur qui s'incarne dans ça. Puis, bien sûr, il y a des choses qui me font triper plus que d'autres, puis il y a des choses auxquelles je suis
parce que tu me parles de ce qu'on a fait en marketing puis en com avant la COVID puis pendant la COVID. Bien sûr, c'est parce que je travaille avec du monde allumé, compétent, brillant, qui y vont, mais parce qu'ensemble, on se craint aussi, parce qu'on y croit, parce qu'on dit, on arrive avec cette affaire-là, puis ensemble, on est capable de, oui, on va le faire, on va travailler. Fait que, tu sais, à un moment donné, oui, c'est la passion qui drive tout ça. C'est notre volonté de le développer, ce qui m'empêche pas, moi, moi, là, j'ai tellement pas d'enjeu avec la cohabitation entre, puis on s'en est déjà parlé, Vincent, des artistes hyper populaires pour une clientèle XYZ, de personnes âgées ou je m'en fous, ça peut cohabiter, c'est merveilleux. C'est ça la job d'un diffuseur pluridisciplinaire. Le jeudi, t'as un chanteur de salsa, puis le vendredi, t'as de la musique de chambre, puis le samedi, t'as un show métal. C'est ça une salle de spectacle dans une communauté. Fait que, oui, ma personnalité, mon bagage, mes intérêts, il faut que ça prenne de la place. Sinon, pourquoi moi puis pas n'importe qui d'autre? Puis de toute façon, c'est pas un garage, là, sa vie, là, c'est organique. Mais il faut aussi répondre à ce qui se passe, puis être à l'écoute. Puis moi, je veux dire, vraiment, je veux pas être chauvin, mais c'est incroyable la quantité de spectacles de qualité disponibles à la tournée présentement. Là. C'est incroyable tout ce qu'on peut présenter, puis tout ce qu'on peut avoir comme potentiel d'artistes extraordinaires dans toutes les disciplines dans notre marché au Québec. C'est extraordinaire. Mais là, le défi en ce moment pour vous autres, parce que, tu sais, la COVID a créé cette espèce de congestion-là où finalement, avec le report, le déplacement, le truc, bon, oui, là, certaines mesures ont fait en sorte qu'au final, bon, on a pu écrémer, entre guillemets, puis faire arriver certains spectacles, donc ce qui peut faire qu'on a pu décongestionner. Il reste qu'au final, tu as raison, il y a une offre exceptionnelle en ce moment dans un marché qui est congestionné, là. Oui, puis tu sais, on a beaucoup... défi pour vous autres, comment tu peux résoudre ça? Parce que c'est un défi, là. Ben, on peut pas le résoudre. En fait, je pense que ça va être notre capacité comme diffuseur à s'assurer que tout le monde y trouve un petit peu son compte, à redoubler d'efforts pour pas en oublier. Mais bien sûr, il va y avoir des dommages collatéraux. Puis on a souvent pensé, au début de la pandémie, tu sais, très tôt, là, genre mai, juin, là, au début de la crise, là, il y avait déjà beaucoup de « OK, c'est quoi notre sortie de crise? Puis qu'est-ce qu'on va faire? » Puis c'est comme, on savait pas pantoute qu'on en aurait pour des mois. Puis je me souviens qu'au début, puis encore aujourd'hui, il est question de dire « Ouais, la relève va manger une claque. Il n'y aura pas beaucoup de place pour la relève. » Oui, mais sais-tu, moi, je suis aussi inquiet pour certains artistes établis qui étaient peut-être déjà sur la pente descendante puis que la COVID va donner un gros coup de mort, tu sais. Fait que c'est pas juste la relève. Je pense que dans toutes les disciplines, il y a des artistes qui vont peut-être avoir de la difficulté à trouver leur place parce que c'est une question de calendrier. Par ailleurs, il y a toute la question aussi des supplémentaires. Je veux dire, faut s'attendre à ce que on privilégie, en tout cas, moi, c'est le discours que j'ai chez nous, puis bien sûr, il est plate à entendre, mais je vais essayer de faire un maximum de place aux offres, aux nouvelles offres, à ce qui existait avant la COVID, puis à ce qui a été créé pendant la COVID. Je ne vais pas gérer une supplémentaire 4, puis 5, puis 6, là, faut être cohérent. Donc, c'est inévitable qu'il va y avoir des dommages collatéraux, mais j'ai tendance à penser que il faut redoubler d'efforts pour s'assurer que les disciplines plus nichées comme la danse, le conte, le théâtre de création, les musiques de concert trouvent aussi leur place. Je pense que la plupart de mes collègues ont justement pas joué fessier puis qui ont essayé de répondre à toutes les offres qui étaient là puis à s'assurer que tout le monde puisse gagner leur vie, leur recevoir des cachets, là. Donc, mais c'est un méchant défi. C'est clair, on en a pour, tu sais, 2-3 ans, là, à gérer ça. Oui, ben c'est un peu ce que j'allais te demander, ta vision pour l'avenir là-dessus, parce que, tu sais, moi, c'est ça que je pense. Je me dis, là, nous, à partir de sortir de la crise, c'est bien beau, là, quand tout le monde va pouvoir vivre sans trop le masque, puis pas trop de contraintes, mais nous autres, les gens ne sont pas revenus dans les salles, je pense. Tu sais, c'est pas gagné d'avance. Oui, non, puis je le dis comme un mantra, là, je me tape ses nerfs aux 2 jours parce que il y a beaucoup de gens qui pensent, parce qu'il y a eu cette impression-là, notamment par les médias nationaux qui couvraient
les reprises chez les grands théâtres à saison, sur Montréal, sur Québec, en théâtre, en danse, puis les billets s'envolaient, puis bien sûr au TNM, puis à l'Espace Go, puis chez Jean Duceppe, avec un tiers de jauge, sur des créations où tu as un niveau d'adhésion hallucinant de leur clientèle, c'était plein de même. Mais moi, puis j'en parle aux collègues, j'ai de la misère, là. C'est très, très modeste le retour en salle. Puis ça va prendre bien du temps encore, là, j'ai l'impression. C'est pas comme la fin de la guerre, là. Ça fait le front page du journal. La guerre est finie, on va dans les rues, on fait le party, puis on s'embrasse. Ouais. C'est une affaire qui va s'étirer dans le temps. Est-ce que le passeport vaccinal va donner un sentiment de confiance aux gens, va permettre à ce qu'il y ait un retour? Peut-être. En même temps, est-ce que tes employés et tes artistes le sont pas? Ça, c'est un autre grand dossier, mais ça va prendre un certain temps. Après ça, moi, je suis convaincu que les gens vont revenir dans nos salles, mais oui, remettre du monde dans les salles, puis que vos plateaux soient à la hauteur de vos ambitions aussi, les producteurs, puis les agents, parce que là, on essaie de jouer petit, puis on... Mais ça, moi, en tout cas, personnellement, tu pourras me dire ce que tu en penses, et moi, je pense qu'il y a un effet pervers à ça, dans la mesure où je pense qu'on a été longtemps à niveler par le bas pour être sûr qu'on ménageait la chèvre et le chou, puis qu'on donnait une chance. On se donnait une chance, tout le monde, puis, tu sais, je dis ça... je dis niveler par là-bas, mais on a tous embarqué là-dedans. Moi, le premier, je veux dire, on voulait tourner, on connaissait la réalité. Mais reste qu'au final, maintenant, les gens ont été mis en contact avec un divertissement qui est exceptionnel dans la dernière année et demie. Je veux dire, il y a un côté des séries qui sont tournées en film, qui s'en sont fait mettre plein la vue, des shows télévisuels. La Saint-Jean, je ne sais pas si tu as écouté cette année encore, mais du grand déploiement, des grosses affaires. Fait que si tu arrives avec ton tabouret et ton micro, ça peut être un peu... Tu vas jouer une fois, mais après ça va nous obliger à être encore plus créatifs pour présenter des trucs qui vont devoir être impressionnants, ou en tout cas, du moins, qui vont créer un wow chez le public, chez le fan, puis qui ne coûteront pas une fortune, mais il va falloir à un moment donné s'ajuster, je pense, parce que ça va être dur de rivaliser en maudit, là. Ben, tu as raison, en partie, mais même le gros show de la Saint-Jean, tourné dans un décor incroyable avec une série d'artistes longues comme le bras, ça achètera jamais le fait d'être ensemble, puis le fait de communier avec un artiste qui pourrait oublier ses paroles, qui pourrait casser en deux après la deuxième tune parce que sa blonde l'a lâché, ou qui pourrait dire « Esti Saint-Jérôme, c'est une soirée magique, merci beaucoup », puis sentir l'odeur de la troisième personne qui te rappelle ta belle-sœur, puis échapper un petit peu de bière sur tes pantalons. Ça, là, c'est organique. C'est vrai. D'accord. Ça, c'est... Puis, moi, là-dessus, ça m'a peut-être mon petit côté romantique. C'est ça. C'est la... Cette communion-là. Ben, c'est drôle parce que je m'écoute parler, puis je suis à la fois romantique puis un peu sauvage. Moi, ça me manque pas, hein, les grands rassemblements, puis les grandes foules, puis tout ça. Je suis pas... je suis malgré les apparences. Je suis un gars de salle comme toi. Je suis moins un gars de grand festival, puis la bière dans les airs, là, moins. Non. Mais le spectacle vivant me manque. Les 3-4 minutes avant que le show commence, peu importe le show, peu importe où je suis, puis peu importe l'âge que j'ai eu dans ma vie, ça vient me chercher, ça me bouleverse à chaque fois. Ça s'achète pas, tu sais. Puis je pense que ça va manquer à tellement de monde. Fait que oui, tu as raison. La balle retourne dans le camp de beaucoup d'artistes puis beaucoup de producteurs qui doivent trouver le moyen, avec une congestion de fou, de tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne reverra plus? Est-ce qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas. C'est un bouleversement. Tu sais, c'est un... La métaphore n'est pas bien belle, mais elle dit ce qu'elle a à dire, puis je la trouve toujours bien forte. On a arrêté la machine à saucisses. Le breaker, là, on a mis ça à off. Là. Personne n'a pu s'imaginer que ça se pouvait, déjà, qu'on pouvait arrêter tout ça. Je me souviens quand ils ont annoncé quelques jours avant que ça arrête tout, je pense qu'ils arrêtaient tout sur Broadway. Tu sais, ils arrêtent tout sur Broadway. Des producteurs privés, propriétaires de leur salle qui coûtent des centaines de milliers de dollars en baux annuels. Puis tout ça, c'est comme, OK, c'est très, 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 très sérieux. Mais ça, il faut prendre acte de ça puis faire mieux de toute façon.
Mais le bénéfice du doute, là, c'est sûr qu'il est dans le cours de praticiens comme vous autres, de producteurs comme vous autres. Puis nous aussi, il faut faire mieux, là, les diffuseurs. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Je pense que c'est l'industrie qui, entre toi et moi, puis là, encore une fois, c'est mon humble opinion, mais je pense qu'on se confortait dans un certain modèle qui était semi-fonctionnel, mais qui, bon, finissait par servir un peu tout le monde, mais qu'on a vu qui était extrêmement fragile parce que quand ça a breaké, on a vu que ça ne tenait pas à grand-chose. Fait au final, je pense qu'on avait besoin de ça comme industrie, du spectacle vivant, de se rasseoir, de se questionner sur nos façons de faire, sur comment on allait approcher les différents projets. Comme producteur, effectivement, mais même vous comme diffuseur, puis il faut le dire, là, cette espèce d'air-là de méchants producteurs, méchants diffuseurs, moi, je pense que ça, il faut laisser ça derrière nous autres. On n'est plus là. Encore moins maintenant. On est simplement des très bons partenaires, puis on veut que ça marche. Puis tu ne peux plus commencer à jouer une guerre de bras en disant ben non, mais c'est moi, puis ça marche plus de même. Non, ça marche plus de même. Non, puis tu sais, c'est pas très sexy. C'est pas constructif. C'est pas constructif du tout. C'est pas très sexy de dire ça, mais je dis pareil, je pense qu'il faut faire. C'est pas ça, j'ai l'impression de faire un slogan pour la CAQ, je ne sais trop. Il faut faire moins, mais faire mieux. Oui, ça, je suis d'accord aussi. On parle un peu à tort et à travers là, depuis, puis avant la COVID, voyons, j'ai le mot, je viens de l'échapper, d'en faire moins de... Présenter peut-être moins de shows pour faire de la meilleure qualité, puis une meilleure mise en marché, puis tout ça? Oui, en tout cas, peu importe. Je pense il va falloir arriver à prendre plus le temps de travailler chacun des spectacles ensemble. Et pour ça, pour avoir ce temps-là, il faut peut-être en faire moins. Il faut peut-être mieux le faire. Il faut peut-être personnaliser nos ententes. Puis ramener ça à une réalité de moi, ma salle est à tant de kilomètres de Montréal, puis j'ai tant de jauges, puis ça, c'est mes vraies dépenses, puis ça, c'est tes vraies dépenses, puis comment tout le monde peut tirer son épingle du jeu là-dedans? Comment tout le monde peut faire des sous, tu sais? Mais ça, est-ce que toi, puis là, je ne veux pas te mettre sur le hot seat, mais est-ce que comme président de Rideau, parce que là, c'est beaucoup le diffuseur, mais dans ce contexte-là, parce que ça, je trouve ça vraiment important, ce que tu viens de dire là, cette espèce de nouvelle façon de faire là, est-ce que comme président de Rideau, est-ce que c'est une ligne qui est lancée à l'ensemble des diffuseurs de dire peut-être revoir votre façon de fonctionner, peut-être en faire un petit peu moins, meilleures ententes, plus personnalisées vis-à-vis le projet? Parce que tout ça fait du sens selon moi. Puis en général, dans le monde, c'est comme ça. Tu ne traites pas le marché de New York comme tu vas traiter le marché de Portland, Maine. Je veux dire, c'est pas... Pourtant, le même artiste peut aller jouer dans les deux marchés, mais le cachet est totalement différent. C'est pas les mêmes ententes. C'est pas la même affaire. Est-ce que ça, il y a une volonté globale au niveau de l'association que tu dis, oui, ça, Vincent, les diffuseurs en général vont aller vers cette tendance-là ou pas nécessairement? Ben, c'est-à-dire que le grand défi de représenter les diffuseurs à Rideau, c'est que c'est pas un bloc monolithique, c'est des structures assez différentes les unes des autres. Il y a les diffuseurs municipaux, mais ceux de l'Abitibi qui sont carrément des employés de ville, de ceux de Montréal qui sont les maisons de la culture, qui n'ont pas du tout le même modèle d'affaires, puisque la grande majorité de leurs spectacles sont gratuits. Tu as des très, très grosses salles avec des budgets d'opération astronomiques où l'argent public représente 2 ou 3 % de leur budget d'opération. Tu en as d'autres que ça monte à 40 %. Tu as des structures bénévoles, tu as ceux qui dépendent de tous les autres parce qu'ils sont à 1000 km de Montréal. C'est assez différent et complexe. Donc, arriver avec des visions communes, c'est toujours un défi. Il y a les réseaux aussi qui sont là, qui défendent des idées assez fortes parce que c'est des modèles d'affaires qui se ressemblent. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, il y a une volonté de questionner notre façon de fonctionner, comment on peut mieux le faire. Puis ça ne se fera pas sur un coin de table. Puis Rideau va amorcer une réflexion un peu plus profonde sur c'est quoi la suite de tout ça dès sa rencontre annuelle de membres en septembre. Puis est-ce qu'il y aura des états généraux? Est-ce qu'il y aura une réflexion plus profonde? On aimerait ça. On a tout un peu la langue à terre. Puis j'ai douce pensée pour la permanence de Rideau qui n'ont pas arrêté une seconde depuis le début de la pandémie. Puis si ce n'était que de ça, on serait sans doute déjà sur cette idée d'un chantier important, des états généraux, appelons ça
de différentes façons. Ça va se faire, c'est-à-dire qu'on veut profiter de cet arrêt-là et de cette crise incroyable pour questionner nos modes de fonctionnement, puis mieux faire. Puis oui, je pense que le modèle d'affaires doit être questionné. Donc, moi, tant que je serai président de Rideau, imagine-toi que j'ai été réélu pour 2 ans. Oui, j'ai vu ça. Félicitations, d'ailleurs. Écoute, ben merci, mais j'ai pas d'opposition, alors je ne sais pas comment prendre ça. Tu vas faire une très bonne job. Moi, c'est comme ça que je le prendrais. Mais bon, pas ce COVID, qui c'est qui veut embarquer dans une affaire de fou de même? Je ne m'attendais pas à être trop challengé, mais bon, il n'y a pas eu d'opposition. Je dis ça parce que, bon, je suis encore là au moins 2 ans, puis bien sûr, ça fait partie des dossiers qui m'animent. Puis il y en a plein d'autres. Hein? Oui, il y a le financement public qui fait que la prise de risque n'est pas toujours là parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour faire du développement disciplinaire. Mais tu sais, il y a des questions importantes sur le manque de ressources, la santé mentale, la place des artistes de la diversité sur nos scènes, puis le rapport avec les producteurs. C'est tout le cœur des enjeux. Bon an, mal an, c'est pas qu'il y a des frictions, mais je veux dire, il y a une discussion qui a besoin d'éclat en continu puis qui représente l'ensemble des membres aussi. Puis c'est ça qui n'est pas toujours évident parce que même du côté des producteurs, là, tu sais, le milieu du théâtre jeune public qui vont souvent représenter leur compagnie, donc tu as un agent, tout ça, ils sont hyper nombreux, hyper dynamiques. Le milieu du cirque est là, le milieu du théâtre de création est là. Donc, nous, comme Pluri, on a une quantité astronomique d'interlocuteurs. Fait que, oui, une partie du core business d'un gros joueur comme moi, c'est BAM, c'est encore Juste pour rire, puis Faneuf, puis tout ce que tu veux, mais c'est aussi une 50aine de plus petits joueurs. Puis quand je parle au nom de Rideau, mais je parle au nom de toute l'écologie. Fait que le chantier, il est assez costaud. Mais moi, je pense que c'est inévitable. Je serais bien malheureux, puis pas juste dans les relations avec les producteurs ou notre milieu. Je pense en général, je serais bien malheureux, même si je sens que ça pourrait peut-être faire ça, mais que l'après-COVID, ce soit un retour à ce qu'on était avant, puis oh boy, ouais, hey, ça c'était fou il y a 2 ans, là, puis que bon, on est revenu comme avant. Ça serait niaiseux de ne pas profiter de ces opportunités-là. Ça serait bien niaiseux. Ben moi, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois ça comme plus une opportunité de changement. Puis tu as raison et j'espère que certains producteurs, à un moment donné, seront invités dans ces grands états généraux-là à aller parler parce que, sincèrement, tout ça, tu sais, on s'est tout aperçu qu'on n'était rien sans l'autre. Tu sais, dans le sens où moi, si je n'ai pas le diffuseur et de l'autre côté, si je n'ai pas mon artiste qui me produit ou qui me crée quelque chose d'extraordinaire, je n'existe pas. Je veux dire, j'ai beau vouloir, puis me trouver bien bon, puis fin, puis avoir toute la volonté du monde. Si tout ça n'est pas en place, puis tout ça ne se parle pas, ça n'existe pas. Puis on n'est rien sans l'autre. Je veux dire, si vous n'êtes pas là, j'ai beau avoir le roster de malades, je veux dire, je n'ai pas de place pour diffuser. Ça donne absolument rien. Et de l'autre côté, si je ne vous produis pas des choses intéressantes, si mes artistes n'arrivent pas avec une proposition artistique qui est intéressante, tu n'as pas rien à présenter à ton public. Fait que cet équilibre-là, je pense qu'il faut... En tout cas, moi, je suis bien content d'entendre ça parce qu'au final, j'y crois depuis longtemps à cette espèce de changement-là. Puis je pense que là, on a eu le grand coup de pied dans le derrière pour dire « Hey, là, soyez-vous donc tout le monde ensemble, puis repenser le modèle. » Il y a des affaires qui étaient correctes dans ce qu'on faisait, puis je pense pas qu'il faut tout jeter à la poubelle. Mais de l'autre bord, profitons-en, comme tu dis. Prenons l'opportunité de voir autrement, tu sais, de se permettre ça, là. On a un parc de salles, puis réaliser la chance qu'on a aussi. Là, on a un parc de salles de spectacle de qualité partout au Québec. Là, on a des outils qui vont centraliser l'offre, comme Scène Pro, qui a été mis de l'avant par Rideau. On a, il y a un paquet d'éléments qui se mettent en place. Il y a, je pense, puis je le dis, je l'assume, la professionnalisation des diffuseurs aussi, elle est importante dans les dernières années. Oui, puis malheureusement, on n'a pas le pendant du côté des producteurs. Ça, je t'avoue, c'est un peu dommage. Cela, je te le laisse. J'allais pas dans cette direction-là. Je parle vraiment pour mon monde. Je trouve qu'il y a des pas de géants dans la compétence et de gestionnaire et de l'artistique. Je pense que pour moi, il ne faut jamais oublier qu'on doit d'abord mettre l'artiste puis l'artistique au centre de notre mission. Sinon, on va gérer un garage ou un dépanneur, tu sais.
Ouais. Puis ça, je pense qu'on fait des pas de géants dans les derniers 10-15 ans. Je sais pas, écoute, c'est toi qui le dis, hein, s'il n'y a pas ce pendant-là de ton côté. Non, mais c'est que nous, dans les faits, c'est ça, il n'y en a pas tant de formation. Tu sais, il y a quelque chose au HEC qui se donne en culture et commercialisation, je ne sais pas trop quoi, mais il reste qu'au final, moi, mon métier, je l'ai appris sur le tas. Puis, tu sais, comme toi, j'ai fait l'université, puis j'aurais bien aimé, moi, avoir un cours, puis j'en ai cherché des formations. Puis c'est pour ça, entre autres, au début, je parlais du centre de formation Maurice Barbeau, qui est une espèce d'hybride qui forme en quelque sorte un peu une relève, mais de quelque chose de très professionnalisé avec des normes et tout ça, comme il y a en France, par exemple, où faut, tu ne deviens pas agent comme ça, tu ne deviens pas producteur comme ça. Il faut peut-être faire un stage, il faut qu'il y ait un agent ou un producteur reconnu qui te prenne en lycée avec toi, qui signe ta licence, puis qui te supporte durant une couple d'années avant que tu sois capable d'être autonome. Fait que tu apprends vraiment ton métier avant de pouvoir mettre agent d'artiste sur ta carte. Ce qu'on voit malheureusement trop souvent dans certains salons, où finalement, le gars, c'est la mère de l'artiste ou c'est le mononcle, puis il ne sait pas trop comment faire, puis il est là avec la bonne volonté, puis il ne fait pas ça pour mal faire, mais c'est de professionnaliser ça, je pense qu'on est rendu là, puis je pense que notre milieu se doit, dans les faits, et mérite d'être professionnel, parce que c'est le cas. Oui, ben oui, mais on se réclame tous des professionnels du spectacle. Puis tu sais, soit dit en passant, il y a encore, je le dis avec plein d'amour et de tendresse pour mes collègues, mais il y a encore des structures qui aboutissent avec des directions générales qui pataugent puis qui ne savent pas trop ce qu'ils font avec ça. Puis, tu sais, on a installé un système de mentorat puis de formation et tout ça, mais il y a encore bien du travail à faire, c'est bien sûr. Ben, puis tu sais, c'est comme je dis, moi, je dis pas que la disque fait rien. De l'autre côté, si je prends mon association, il y en a quand même des formations qui sont offertes, tout ça. Mais tu sais, de dire comme vous autres qui a un diplôme d'une centaine d'heures structurées, puis tout ça, il n'y a pas tant ça. C'est plus des formations sporadiques. Mais bon, bref, il n'y a pas de modèle parfait, mais somme toute, au moins, ça s'en va dans le bon sens. C'est ça qui est important, je pense, pour notre industrie, tu sais, que tout ça aille à la bonne place. Tu sais. Fait que, en terminant, parle-moi donc de l'avenir. Comment tu vois ça, toi, le théâtre Gilles Vigneault? Parce que comme je te dis, puis pour que les gens sachent, puis là, je vais juste me permettre de le remettre, allez voir le site du théâtre Gilles Vigneault. Sincèrement, c'est un modèle. C'est des gens qui sont hyper dynamiques. C'est un des diffuseurs au Québec qui a trouvé une façon très originale de faire la promotion de ces trucs, qui est une belle diversité. Moi, David, encore une fois, je t'admire dans cette... Tu as réussi à faire cette espèce de bel équilibre-là où tu vas te permettre quelque chose d'hyper éditorial et on a certains projets ensemble qui sont très éditoriaux, que tu dis non, mais Vincent, ça, je veux le faire parce que j'aime ça. Puis de l'autre côté, ben, tu es capable de présenter un Louis-José Hood, puis un Martin Matt puis tu réussis vraiment bien. Donc, allez voir la programmation. Ça, Gilles Vigneault, si vous voulez aller faire un tour, je devais devoir y aller, David. Je dois faire mon mea culpa. Je ne suis toujours pas encore allé au théâtre Gilles Vigneault. Il reste qu'au final, c'est une très belle salle pour ce que j'en ai vu. Fait qu'allez faire un tour là. Mais l'avenir, donc, pour le théâtre, comment tu le vois, toi, dans les 2-3 prochaines années? Là? Bien, t'es super fin, merci pour les bons mots. C'est une belle équipe, sérieusement. Là. On est vraiment une synergie puis un enthousiasme qui fait qu'on embrasse tous nos projets. Puis ce qui compte pour moi, c'est de continuer je pense notamment nos spectacles signatures où on veut vraiment continuer à prendre des risques artistiques puis continuer à oser présenter des trucs, tu sais, cet automne, il y a des évidences, tu fais comme, ah ben oui, tu sais, on fait Voivode dans la salle, soft seater, tu fais comme, il est là, tu sais, mais on fait aussi 2 spectacles en public, 1 pour 1 cette année, qui ont été conçus pendant la COVID en théâtre de création. Parfois, on va oser aussi aller sur des productions d'artistes internationaux. Tu sais, je pense quand on a fait Slave, ben on s'est pas contenté de présenter Slave, on savait pas qu'il y avait toute la controverse autour de ça. On a développé une médiation, une conférence autour des enjeux qui a précédé la première représentation chez nous. On a mis autant, sinon plus, d'énergie à travailler cette médiation-là que de présenter le show de Slave au final. Puis ça, on continue. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien d'impossible ici. On a la chance d'avoir une grande salle, on est propriétaire gestionnaire, ce qui veut dire qu'on fait ce qu'on veut, puis on prend les risques qu'on a besoin de prendre. Puis des fois, on se pète la gueule, hein, je veux dire, je le dis, on était très heureux, puis je suis encore très fier d'avoir présenté Le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui est une production
exceptionnelle, une mise en scène d'Hugo Bélanger qui avait été présentée chez Duceppe ici, mais des sous, là, notre organisation en a perdu, là, t'as pas idée, puis mon conseil d'administration était derrière nous, puis on a dit, le show était exceptionnel, puis là, on a fait une introspection sur comment on peut faire mieux et tout ça, mais écoute, moi, j'y crois au retour en salle, je suis la chance d'être dans un marché où il se construit des écoles, tellement il y a du monde. On est far away so close d'un marché comme Montréal. On collabore du mieux qu'on peut avec nos collègues dans les Laurentides. On a un théâtre exceptionnel qui vieillit bien malgré ses 4 ans. Donc, moi, je trouve que c'est excitant. Mars qui s'en vient. Puis, on veut continuer surtout à avoir un lieu qui est accessible au sens propre puis au sens métaphorique du terme, qui continue à trouver sa place dans un écosystème où les décisions d'éco-responsabilité sont bien importantes. Hein. Ici, on a une ruche sur le toit, on est déjà à réfléchir à la question de la récupération des eaux grises. Il n'y a jamais eu de bouteille d'eau dans le théâtre. Dès qu'on je veux dire, pour ça, c'est très important. Comment on va faire une place à nos clientèles? En tout cas, les projets ne manquent pas, puis cet arrêt-là nous a juste donné encore plus envie de faire de ce lieu-là un lieu de convergence pour toute la communauté, en tout cas. Eh bien, écoute, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Si on a dépassé notre temps, mon vieux, tu n'as même pas aidé, mais c'est parfait. C'est formidable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Continue, David, de faire vivre la culture à Saint-Jérôme comme tu le fais. C'est vraiment exceptionnel. Félicite toute ton équipe parce que vous êtes vraiment, vraiment dynamique. Merci de rester vivant et aussi optimiste en ce moment parce que je pense que moi, comme bien des gens, moi, je suis un éternel optimiste, mais il reste qu'au final, je pense que tout le monde a besoin d'avoir cet optimisme-là dans cette espèce de crise on est au sortir de cette crise-là. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir me parler, mon cher David. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine, mon cher. Merci, mon ami. Lâche pas toi aussi. C'est inspirant ce que tu réussis à faire. Parce que contrairement à moi, toi, c'est ta business à toi. C'est pas mal plus stressant. Moi, je ne suis qu'un mandataire d'une corporation. Donc, lâche pas, mon cher. Oui, mais j'ai une excellente équipe. Fait que je suis d'accord quand tu dis bien s'entourer, là, c'est le secret. C'est ça qui compte. Je te remercie beaucoup. Salut, bye. Eh bien, vous avez vu, c'était David qui était là avec nous autres. Un être encore exceptionnel. Je vous invite à aller voir. Je vous remets le site web ici, Théâtre Gilles Vigneault. Si vous voulez voir le fruit de son travail dans les fêtes, de lui et son équipe, c'est formidable ce qu'ils réussissent à faire à Saint-Jérôme. Encore une fois, si vous avez l'occasion de passer dans le secteur, allez faire un tour au Théâtre Gilles Vigneault. Une salle exceptionnelle. C'est flambant neuf. Il a été quasiment 2 ans arrêté, donc les sièges ne sont pas trop usés. Allez faire un tour. Allez rendre visite à mon ami. Et si... écoutez, aussi, encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la page, sur la chaîne YouTube, peu importe. Laissez-nous vos commentaires sur le truc ou allez nous visiter sur bammedia.ca. N'hésitez pas à nous laisser savoir vos commentaires, likez les trucs. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.